tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on continue notre petit tour d'horizon des personnages qui interviennent dans Rennes-le-Château. Alors après le berger Ignace Paris, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de personnages qui gravitent autour de ça, et c'était vraiment génial. Donc la dernière fois, on a approfondi sur l'abbé Boudet, et cette fois on va mettre l'accent sur cette affaire étrange, vraiment glauque, hein, c'est le mot je crois, et je veux parler du meurtre de l'abbé Gélis. Alors apparemment le ou les coupables à ce jour n'ont toujours pas été arrêtés, et donc plus le temps passe, moins on a de chances de savoir qui c'est, comme d'habitude dans ce genre d'affaires. Alors de quoi on est sûr dans cette histoire? Premièrement, l'abbé Gélis a été tué, et c'est pas une mort accidentelle, c'est pas suite à une chute, puisqu'il a été frappé violemment à la tête par un objet contendant. Donc j'ai lu le rapport de médecin légiste, d'ailleurs c'était bien glauque, et j'ai mis les pages dans la vidéo, donc on va dire que c'est bien sanglant. Deuxièmement, on est sûr de la présence d'au moins 2 personnes qui connaissaient bien les lieux et à qui Gélis a ouvert les portes sans difficulté, puisqu'il n'y a aucune trace aucune effraction. Donc ce sont des personnes que Gélis connaissait bien. Troisièmement, c'est donc pas Pagès, l'oncle de Gélis, pourtant fortement soupçonné au départ, qui est coupable, il sera d'ailleurs innocenté rapidement. Et quatrièmement, ce n'est pas un cambriolage puisque rien n'a été volé. Donc voilà ce qu'on peut affirmer. Pour le reste, c'est des questions, des suppositions sans réponse. Allez, on écoute Franck Dafosque. Et oui, encore Franck Dafosque, peu cher, qui brosse le portrait de l'abbé Gélis au bonne humeur. Mais le problème, c'est que Béranger Saunière avait pour moi, et là aussi j'ai quelques éléments nouveaux depuis quelques jours, il avait une véritable épée de Damoclès sur la tête, et cette épée de Damoclès, c'est la mort de Monseigneur, c'est la mort du curé Gélis. On a retrouvé, enfin on vient, Pierre Jarnac vient d'exhumer le véritable, comment dirais-je, dossier d'instruction du meurtre de Gélis, et il est assez étonnant, il est même assez extraordinaire, puisqu'il y a des documents que jamais personne n'avait vus, que jamais personne n'avait étudiés, et on s'aperçoit que cette enquête a été téléguidée, elle a été manipulée pour qu'elle termine sur pour qu'elle n'aboutisse pas. Et ça, c'est extrêmement clair, parce qu'on s'aperçoit, par exemple, que les premières constatations des gendarmes qui arrivent à Custosa, dans la nuit, enfin, après le meurtre qui a eu lieu dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre, les gendarmes sont accompagnés du juge de paix de Couiza, c'est-à-dire l'officier de police judiciaire, Jean-Pierre Laurent, qui décrit ce qu'il voit, et il nous explique, par exemple, que, Gélis est dans la position d'un gisant, qu'il a une chaussure sous son épaule droite. Il explique dans quel état il explique comment tout est le presbytère, et il nous explique aussi qu'on a retrouvé un carnet de papier à cigarette, donc tout le monde connaît le truc, mais qui n'est pas du tout comme la version qu'on nous a présentée. Parce que lui, sur ce carnet de papier à cigarette, dont la couverture est sous la table, et les papiers des feuilles de cigarette, écoutez bien, sont dans le sang, il explique qu'il y a écrit le nom et le prénom d'une personne. Mais comme le nom est baigné dans le sang, il est difficilement lisible, ça aurait été Vico, ou Epico peut-être, et le prénom c'est Angelina. Et quand le juge d'instruction qui vient de Limoux, ce qui était très intéressant, le juge d'instruction vient de Limoux, qui d'ailleurs récuse les greffiers habituels pour prendre comme greffier un huissier, qui est en fait un des huissiers du cabinet qui a servi de paravent à Monseigneur Billard pour s'approprier Notre-Dame de Marseille 4 ans auparavant, puisque le meurtre de l'abbé Gélis est de 1897 et la vente de Notre-Dame de Marseille est en 1893, on retrouve les mêmes personnages. Ça, c'est assez étonnant. Des personnages qui sont très proches de Monseigneur Billard. Donc, on peut penser que Monseigneur Billard a été tenu au courant de l'enquête minute après minute. Et ce qui est étonnant, c'est que le juge d'instruction va travertir les faits. Il ne va plus parler de la position de gisant, de Gélis, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il ne parle plus de la chaussure qui lui maintient l'épaule droite. Et il va surtout transformer le Vico Angelina en Viva Angelina, ce qui va lui permettre d'envoyer tous les gendarmes de la région à la recherche d'une hypothétique Angelina qui serait pensionnaire de maisons de tolérance, pour pas dire de maisons closes, dans toute la région, ce qui est une façon commode de faire échouer l'enquête.
Autre chose qui est très étonnant, on sait que il y avait 2 personnes. Gélis, d'après les constatations du juge de paix, a reçu 2 personnes. Voilà. Il ne buvait pas, il ne fumait pas. Or, donc, il y avait un fumeur, on le savait pas avec le paquet de cigarettes. Et on sait aussi qu'il y avait 2 verres. Chose extraordinaire aussi, on sait qu'il a été agressé alors qu'il était assis sur son fauteuil parce qu'il y a le compte rendu du légiste. Alors Pierre Jarnac vient de rééditer tout ça, tout cet ensemble de dossiers, c'est une 60aine de pages dans sa lettre d'information Pégase. Je vous invite à vous la procurer parce que c'est assez fabuleux. Bon, par contre, il faut avoir le cœur bien accroché pour lire le compte rendu d'autopsie parce que le médecin qui est venu a fait l'autopsie sur la table de la cuisine. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont vidé tout ce qu'il y avait sur la table de la cuisine, ils l'ont autopsié de suite. Et c'était un type, c'était le docteur Benoît de Limoux, un type extraordinaire parce qu'il a reconstitué exactement ce qui s'était passé, et à la fin de l'autopsie, il peut dire comment s'est passé le crime. C'est-à-dire, il explique que Gélis était assis dans un fauteuil, que quelqu'un a saisi les pincettes qui étaient dans le feu, l'a frappé par derrière, que Gélis s'est relevé comme un ressort, et qu'ensuite il a été achevé, il a été plaqué par terre, et il a été achevé avec une hachette. Moi je me souviens, je sais très bien ce que ça veut dire, puisque moi je suis de souche paysanne, et dans les cheminées on trouvait toujours, les pincettes bien sûr pour arranger le feu, les braises, et la hachette qui servait à ébrancher le bois mort qu'on ramenait pour allumer le feu ou pour le tuer. Et il a été tué avec cette hachette. Alors, chose extraordinaire, cette hachette va être retrouvée une semaine plus tard dans une direction bien précise du village, mais ne va être ne va être consignée dans l'enquête que 3 semaines après, c'est-à-dire 1 mois après le crime. Et surtout, il n'est fait nulle part mention de l'endroit où a été récupérée cette machette. Ça, c'est assez fabuleux. Il y a autre chose qui est aussi extraordinaire, c'est que quand on parle de la position de gisant de Gélis, s'il a été mis dans la position d'un gisant, c'est qu'il a été extrémoncier. S'il a été extrémoncier, c'est qu'il y avait un prêtre. Et on comprend très bien ce qui s'est passé, puisque Gélis, qui n'est pas mort sur le coup, c'est le légiste qui nous l'apprend, ça, qui nous l'explique. Il explique très bien que les coups n'étaient pas mortels de suite, les coups de hache l'ont tué, de hachette, mais il n'est pas mort de suite. Il a vécu quelques minutes, très peu, 3, 4, 5 minutes, mais le temps de l'extrémoncier, donc comme il saignait abondamment de la tête, pour pas que le sang viennent lui boucher le nez et la bouche et l'empêche de faire quoi que ce soit, on a précaution, donc il y a eu quelqu'un qui a eu énormément de sang-froid dans les 2 agresseurs, et qui lui a mis son sabot, c'est-à-dire puisqu'il était chaussé d'un paire de sabots, sous l'épaule droite, pour faire tomber sa tête en arrière et pour que le sang ne coule pas sur son visage. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ouais. Donc il a été extrémoncier, et chose tout à fait extraordinaire, on voit que le juge d'instruction récuse et ne prend la peine d'interviewer aucun curé de la doyenneté de Cuiseaux. Alors qu'il sait très bien, puisque les gendarmes y ont fait la remarque, qu'il n'y a aucun équipage dans le village. Il n'y a pas de chevaux. Donc c'est des gens qui sont venus arriver de nuit, qui connaissaient le coin, et qui sont repartis en catimini, et qui connaissaient donc parfaitement la région et qui ne peuvent pas être de loin. Je pense qu'il avait en main le juge d'instruction avait en main toutes les clés pour rapidement conclure cette affaire, et il a fait exprès de brouiller les pistes. Et ça, c'est complètement étonnant, et c'est prouvé par ces documents, qui sont d'ailleurs aux archives de l'Ordre, et donc Pierre Jarnac vient de rééditer. Et ça, c'est un réel traumatisme. Je pense que, moi, je suis persuadé, mais ça n'engage que moi, une fois de plus, je suis persuadé que l'abbé Gélis faisait chanter Saunière. Pour la simple et bonne raison que pour pouvoir partir dans ces voyages, il faut savoir qu'un prêtre de campagne n'est redevable que de l'autorité de son évêque. Donc il peut quitter sa cure, si son évêque le permet, il n'a aucun compte à rendre à personne. Mais par contre, il y a un problème qui se pose en cas d'un décès subi, d'un accident, il ne faut pas laisser une paroisse sans pasteur. Donc je pense que Saunière avait négocié avec Gélis, parce qu'il avait du mal, il aurait eu du mal à négocier avec Boudet, bien sûr, qui était aussi prêt, le fait qu'il vienne le remplacer pendant ses déplacements. Et Gélis, qui était très approuvant, mauvaise pioche, parce qu'on sait que Gélis aimait beaucoup l'argent, on a beaucoup de témoignages, il était franchement détesté par tous ses paroissiens, il y a 100 ans on peut le dire, c'était un homme d'argent, c'était un usurier, c'était quelqu'un qui était relativement infect, et je pose mes mots, a fait chanter Saunière, et il lui a fait sortir des sommes beaucoup plus importantes que ce qu'on pense, hein, puisque on a le témoignage de l'abbé Guéda, qui était curé doyen de Trèbes, qui plaçait de l'argent pour Gélis depuis quelques années. Or lui il parle de 1200 francs et tout, mais il semblerait que ce soit beaucoup plus que ça, puisque directement après, que c'est le seul ecclésiastique qui a été écouté par les gendarmes, mais il venait de Trèbes, il venait de loin, celui-là n'était pas dangereux pour l'enquête. Chose extraordinaire, ce que les gens ne savent pas, c'est que Guéda, à partir du moment
où il a témoigné à la gendarmerie de Couiza pour l'affaire du meurtre de Gélis, il disparaît. Il prend peur et on ne le revoit plus jamais. Ça, c'est un truc qui est quand même extraordinaire. Ce qui prouve, on sait qu'il était détenteur de l'argent de Gélis et qu'il plaçait, en cachette l'argent de Gélis. Donc il devait quand même y avoir des sommes qui étaient relativement importantes. Ce qui fait que je suis persuadé que les deux agresseurs que Gélis faisait chanter Saunière, et comme il se trouve qu'à cette époque-là, dans les années 1897, Alfred Saunière donnait un coup de main à son frère Béranger, et il semblerait qu'à cette époque-là, on sait qu'Alfred Saunière avait déjà quitté les jésuites, il était dans une passe financière difficile, donc je pense qu'il devait faire beaucoup de choses. Il devait gagner pas mal d'argent à ce truc, c'était pour lui une source de revenus non négligeable. Et je pense que il y a eu un problème et que sûrement Gélis a voulu les faire chanter davantage ou qu'il les a menacés. Peut-être Gélis qui ne savait pas qui n'avait pas le fin mot de l'histoire, il les a peut-être menacés d'aller tout révéler à l'évêché. Et donc le problème c'est qu'il fallait pas qu'il mette Monseigneur Billard en mauvaise posture. Donc ils ont fait ce que j'appellerais moi un raid d'intimidation. Mais le problème c'est qu'Alfred, qui était un alcoolique, un type violent, je peux vous dire, si vous avez lu mon livre, j'ai pris la peine de le noter puisque ça m'a été confirmé, qui était connu de l'évêché de Carcassonne, qui a été défroqué, qui a eu un enfant par la suite. Bon, en fait, ça c'est sa vie privée, mais c'était un type qui était extrêmement violent, et sujet à des emportements très très violents, vraiment. Hein. Il semblerait que l'évêché de Carcassonne est un dossier chez lui très important, qu'il refuse de publier bien sûr, puisque c'est tout à fait leur honneur. Hein. Ils vont pas charger une brebis même si elle est égalaise. Hein. Donc c'est ce que j'ai expliqué. Mais il semblerait que pendant que Béranger Saunière et l'abbé Gélis discutaient, Alfred Saunière ait pété un câble, pardonnez-moi l'expression, mais c'est tout à fait tout, et il a fait contourner le tueur. Alors ce qui est marrant, c'est que comment dirais-je, le rapport du médecin légiste, et quand vous regardez le rapport du médecin légiste et du plan qui a été fait par les premiers gendarmes qui sont arrivés, ça corrobore tout à fait. Il a contourné Gélis par derrière le fauteuil où il y avait un paravent, il s'est saisi des pincettes dans la cheminée, puisque ces pincettes devaient être le plus près de lui, et il a sauvagement agressé Gélis. Et je pense que Béranger Saunière n'a été que le témoin stupéfait du meurtre, mais il n'a pu rien faire, c'était trop tard. Parce que de suite, quand Gélis a essayé de crier vers la porte, un truc, il s'est pris les coups parce que à partir du moment où Gélis a quitté son fauteuil, je pense qu'Alfred Saunière a pu attraper la hache et l'a massacré à coups de hache. Donc là, il pouvait plus rien faire, c'était fini. Et je pense que Béranger Saunière a réussi à calmer son frère. Il l'a envoyé au premier étage surveiller si personne ne le voit, parce que pour ceux qui connaissent bien le presbytère de Custosa, il y a une fenêtre qui donne sur la rue, donc on voit que personne arrive. C'est ce qui fait que on retrouve les gouttelettes de sang sur la chambrale de la fenêtre du premier étage. Parce que effectivement, Alfred Saunière, qui devait être rempli de sang, il a regardé par la fenêtre, il a dû entrouvrir les volets pour voir si quelqu'un arrivait. Et il a laissé tomber du sang, bien sûr, puisqu'il doit être couvert de sang, puisqu'on sait que Gélis avait saigné abondamment. Et ça, bon, il faut comprendre Saunière, qui ensuite, à partir de ce truc-là, j'ai d'ailleurs eu, la semaine dernière, des brouillons de lettres de Saunière, qui sont quand même, quand on part dans cette hypothèse-là, mais je répète que ce n'est qu'une hypothèse, hein. Il faut que je sois tout à fait clair dessus. Ça n'engage que moi, mais c'est quand même intéressant de trucs, parce que vous allez voir que ça ouvre pas mal de portes. J'ai donc vu des brouillons de lettres, dont il y en a un qui a été publié de Béranger Saunière, où il dit qu'il faut qu'il s'attende à payer les fautes de son frère l'abbé mort trop tôt. Mais il existe un autre brouillon qui est beaucoup plus explicite, qui n'a jamais été publié, où là, Saunière met quand même, sans le citer, sans remettre bien sûr, il ne parle pas de génie et tout, où il parle quand même d'agissements de son frère et qui sont pas des atrocités, mais enfin pas loin, je me souviens plus des mots exactement, mais on va essayer de retrouver ça. Donc, il faut comprendre que, si c'est le cas, et je suis persuadé que c'est le cas, qu'Alfred Saunière a tué Gélis dans un moment de perte de contrôle, ou un moment de folie, vous expliquez ça comme vous voulez, dont il était coutumier, entendons-nous, là ça c'est pas un accident de parcours, hein. C'était un type qui était extrêmement violent et qui était alcoolique au dernier degré en plus, hein. Ça c'est reconnu par tout le monde, hein. Ce sera, la mort de Gélis va être une épée de Damoclès sur la tête de Saunière tout le reste de sa vie. Et ça explique pourquoi il n'a jamais pu venir à bout de ce procès avec l'officialité, c'est-à-dire avec l'évêché de Carcassonne, alors qu'il avait tous les arguments pour négocier, mais il a eu trop peur qu'en révélant le vrai rôle de Billard,
les gens fassent le rapport avec la mort de Gélis. Donc c'est un type qui, j'en parlais encore avant-hier avec certains chercheurs, c'est un type qui a vécu dans la hantise tout le reste de sa vie, que les gendarmes rentrent, et que je sais pas si à l'époque il y avait des menottes ou un truc comme ça, mais qu'ils disent, attendez, gendarmerie nationale, suivez-nous parce que maintenant on sait que c'est vous. Donc ça explique beaucoup de choses. C'est pour ça que quand il se retrouve face à face à l'évêché de Carcassonne en procès, il récuse de suite un avocat qui est maître Mise de Limoux, qui est un avocat qui est compétent et qui peut lui débrouiller tout, et il va chercher le chanoine Huguet que lui indique son ami Grasso, qui est un théologien, certes habile, mais qui va faire que gagner du temps. On voit que Saunière va entretenir l'abbé Huguet pendant des années pour changer les choses sur la forme, mais jamais sur le fond. Parce que Huguet n'arrivera à rien changer. Et on comprend que si effectivement il avait l'épée de Damoclès du meurtre de Gélis sur la tête, il n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Il lui fallait gagner du temps, il voulait rester chez lui, à Rennes-le-Château, dans son domaine, et il n'avait pas beaucoup de choses à faire, donc c'est vrai que la meilleure solution c'était de gagner du temps. Voilà, donc énormément de questions. Alors, pour résumer, ce serait Saunière et son frère Alfred, tous deux curés, qui seraient venus mettre un petit coup de pression sur Gélis, en vue de représailles qui auraient mal tourné. Donc, ce qui paraît crédible, puisque rien n'a été dérobé. Ils connaissaient bien les lieux, et Gélis, qui est d'un naturel apparemment méfiant, qui les connaissait bien, donc leur ouvre sa porte sans se méfier. Alors franchement ça se tient, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien cette hypothèse. Par contre, venant de curé, c'est d'un glauque. Bon, il faut que j'arrête de dire glauque, on va dire sinistre. Allez, deuxième petite analyse avec Johan Netchakovic, qui est fan de Rennes-le-Château et qui parle de Gélis. Alors à ce propos-là, effectivement, donc il faut peut-être préciser pour les auditeurs qui connaissent moins la région que Custosa, le village dans lequel il officiait, où il a été assassiné, du moins dans le presbytère. Pendant 30 ans à Custosa, il a officié à Custosa. Très longtemps, c'est à quelques kilomètres de Rennes-le-Château. Donc ces prêtres se connaissent encore plus qu'aujourd'hui, quasiment, où il n'y en a qu'un pour 10 ou 20 paroisses, c'est l'inverse. Là, ils se fréquentent régulièrement. Premier point. Deuxième point, c'est en fin de carrière que l'abbé Antoine Gélis est assassiné. Il sera bientôt pensionné. C'est une date sans plus, donc c'est que je réfléchisse 1800. J'ai 87 ou 97, l'assassinat. 1897, oui. 97. 1897, oui. 97, il faut parler français. Le 1er novembre. 1er novembre, tout à fait. La veille de la Toussaint. Oui. Et alors, on va retrouver chez Louis une douzaine de caches avec, dans chacune des caches, 1000 francs or. Et ça, donc, cet argent, de la thune, comme tu dis. Cet argent n'a pas été dérobé. Alors, on a constaté, il connaît le truc par cœur. Nous aussi. Vas-y, Jean-Claude, vas-y. Non, mais c'est bien pour voir si les sources qui sont les miennes sont aussi les tiennes. Tout à fait. Il y a un sac de voyage qui a été fracturé. Oui. Oui. Et puis, il y a aussi la façon dont le corps a été disposé. Les mains sont sur la poitrine. Tout à fait. On peut dire que cet homme prêtre assassiné, il aurait reçu quelqu'un la nuit. Enfin bon, pour l'instant, il n'y a pas d'assassin connu, mais il y a toute une mise en scène qui est pour le moins étrange. Il est allongé sur le sol comme un gisant. Oui, il y a une étude qui a été faite, il y a même un livre qui a été rédigé sur l'affaire Gélis, la piste corse. Par Jacques Rivière, qui est décédé il n'y a pas si longtemps non plus, qui était vraiment chercheur passionné par l'affaire de Rennes. Il y avait également Claude Boumandil des éditions Bélisane et son confrère de l'époque aux mêmes éditions Tapa. Et eux ont
pu reproduire l'enquête, les procès-verbaux d'enquête, remettre l'histoire dans son contexte. À lui qui ne fume pas, on trouve un rouleau de papier de cigarette. Tsar. Marque Tsar. Ouais, je vois que tu es vachement bien informé. Et il y en a même un où il était écrit Viva Angelina. Oui, effectivement. Et alors ce papier de cigarette n'est pas vendu dans le département de l'Aude, nous disent les enquêteurs de l'époque. Et Viva Angelina, si ce n'est une prostituée qui s'appelait Angelina du côté, je pense, de Perpignan, mais son nom de guerre ou de travail, c'était, je pense, Henri IV, enfin ça, pour la petite histoire. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trouvé le coupable. Un parent de l'abbé a été mis, on dirait aujourd'hui, en garde à vue quelque temps, mais sera libéré faute de preuves. Et c'est vrai que c'est toujours un mystère, parce que là, on trouve un prêtre qui a énormément d'argent. Il est en relation également avec un doyen d'un village voisin qui était chargé par ses soins de placer de l'argent annuellement. Donc ce n'était pas une somme qui était là de 12 000 francs. Or, il y avait beaucoup plus que cela puisque c'était plutôt récurrent. Donc c'est un prêtre de la région qui a énormément d'argent. On n'en connaît pas la provenance. Voilà quantité d'éléments. On n'a pas trouvé le coupable. Il y a des indices également dans la position du prêtre qui a été quand même torturé avec une petite lancette. Il y a du sang jusqu'au plafond. Enfin, on va passer les détails militaires. Les enfants dorment. Et c'est vrai qu'il y a la position de ce corps dans une position plus d'ecclésiastique, constatation encore là. Ce qui m'intéresse de nouveau, ce sont des faits. On peut les interpréter de différentes façons. On peut encore ajouter 2-3 considérations pour nos auditeurs. C'est que l'abbé Gélis est quelqu'un de très très méfiant. Il ouvre à personne. Hein. Il est complètement reclus. Tout à fait. Or, ce soir-là, il a relevé la clochette. Ouais. Donc, c'est qu'il attend quelqu'un de connu, manifestement. Enfin, que lui connaît. Que lui connaît. Que nous ne connaissons pas, mais que lui connaît. Et quelques années auparavant, il avait été victime d'un vol ou d'une agression, me semble-t-il, dans son presbytère. Mais alors là, y a-t-il un lien? Et dernier témoignage, quelques jours avant ou la veille de son assassinat, quelqu'un lui apportant le repas avait vu qu'il y avait une personne dans le presbytère et l'abbé s'était empressé de refermer la porte, donc on a pu savoir de qui il s'agissait. Donc il y a quand même des éléments troublants. C'est pas loin de Saunière, on en a bien parlé aujourd'hui au niveau des rentrées financières. On en trouve un curé voisin quasiment qui lui a des 1000 et des 100, comme on dit. Fin de l'épisode Gélis, à l'heure actuelle du moins. La piste corse qui était la fin du roman, je ne partage pas les vues des auteurs, mais bon. J'ai retrouvé un dossier relativement important, c'est un journaliste qui l'a écrit à propos de l'assassinat de l'abbé Gélis. Il y a eu un verdict rendu par le tribunal de Montpellier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que Pagès vous dit quelque chose? Ah ouais, mais vaguement. Vaguement, me suis pas vraiment penché sur les détails de l'histoire de l'assassinat, pas vraiment. Mais alors voilà ce que je retrouve. Les éléments du dossier d'instruction. Selon le témoignage de Madame Pagès, nièce de Gélis, l'abbé Gélis, un inconnu est venu rendre visite à son oncle le 18 octobre 1897, soit 13 jours avant le meurtre, mais elle n'a pas pu l'identifier. Gélis ayant tout fait pour qu'elle ne voie pas son visage. Cet homme fumait en présence du curé, alors que celui-ci ne supportait pas le tabac. Interrogé un peu plus tard sur cette visite par sa nièce, le curé refusa de répondre. Mais ce témoignage, confirmé un peu plus tard par Maurice Malot, l'autre neveu de Gélis, est-il crédible et ne servait-il pas à brouiller un peu plus les cartes? Selon le rapport du juge d'instruction, le mobile du crime ne fut pas le vol. Mais comment en être aussi sûr? On a retrouvé de l'argent chez le curé, mais rien n'indique que Gélis n'avait pas plus d'argent et que l'assassin n'était pas venu chercher une somme spécifique cachée quelque part. Fut-il possible qu'il y ait plus d'argent que celui qui fut découvert après le crime? L'abbé Gélis ne semble avoir fait aucun prêt avec intérêt. Il toucha quelques fermages, mais rien de bien important. Il percevait en tant que curé concordaire une somme de 900 francs par an. D'après ses comptes, l'abbé, durant la période 1895-1897, vivait avec 700 francs par an. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas, écrit le journaliste.
Selon son collègue, le curé doyen de Trèbes, Gélis lui remettait depuis 3 ans un peu plus de 1000 francs par an à placer pour lui en obligation de chemin de fer, encore privé à l'époque. Le dernier montant de 1200 francs fut versé le 24 septembre 1897, aux mêmes fins, en lui demandant de ne jamais rien écrire à ce sujet. Vérification faite, l'abbé Gélis possédait donc plus de 3500 francs en obligation. D'où venait cet argent? Le 4 novembre 1897, le juge trouva un billet, épinglé sur son carnet, de l'abbé qui révèle qu'il y aurait une somme de 13 000 francs cachée dans la maison sous forme de pièces d'or, mais au contraire de ce qui a été déclaré plus tard, tout n'a pas été retrouvé. Contre toute attente, le vol fut donc bien le mobile du crime. Vous voyez que nous rentrons un peu plus dans le détail. Et rappelez-vous, Gélis, Boudet et Saunière se connaissent, tous les trois. D'où Gélis pouvait tenir cet argent. Ils se connaissent et Gélis était aisé comme la Bessonnière. Ouais. Ils étaient tout, oui, et puis Boudet aussi. Et puis ouais, Boudet, ouais, il était pas pauvre non plus. Saunière arrive, à Rennes-le-Château. Gélis et Boudet accueillirent leurs nouveaux collègues de Rennes en 1885, puis firent une découverte. De quand date-t-elle? On n'en sait rien, mais elle rendra d'un seul coup leur situation plus confortable, bien que bizarrement, cela ne semble pas évident. Gélis ne dépense rien et semble accumuler de l'argent. Pour ses vieux jours, peu probable. Pour sa famille, on sait bien que non. Pour une cause, on ignore laquelle. Là, on touche le fond du problème, écrit le journaliste. De nombreux historiens ont pensé à tort que les 3 curés de la région furent subventionnés par l'action royaliste. Qu'est-ce que les monarchistes pouvaient bien faire de 3 petits curés de campagne situés à 800 km de Paris, dans une région remplie de mécréants? Et le journaliste poursuit, je pense plutôt que la subvention fonctionnait dans le sens contraire, et quand on analyse le carnet d'adresse de l'abbé Gélis, on s'aperçoit que tous ses correspondants, sans exception, sont gagnés à la cause royaliste, dont l'un, le fameux abbé. Dépositaire de son argent, est un trésorier de la cause. Gélis était donc un financeur. Bon voilà, vous voulez, c'est beaucoup moins précis, moins tranché que Franck Davos. Donc beaucoup d'indices qu'on n'explique pas vraiment, notamment la présence de ce paquet de cigarettes et le nom de cette femme. Bon, honnêtement, la thèse de la prostituée aux visites nocturnes dans un petit village comme ça, honnêtement j'ai du mal. Hein, surtout au sein d'un petit village comme ça, tout se sait, hein, c'est bizarre. Les petites rues avec des maisons mitoyennes, c'est vraiment difficile de pas se faire repérer, de pas être vu. D'autant plus qu'il y a toujours quelqu'un qui ferme son volet quand on passe, qui regarde à la fenêtre, un chien qui aboie, qui attire l'attention. Donc vraiment, je suis pas trop fan de cette piste. Et donc, d'où venaient ces pièces d'or que Gélis cachait un peu partout dans et autour de sa maison? Donc on sait que ces caches d'argent n'ont pas été la raison de sa mort puisque personne n'y a touché. Et on revient encore logiquement aux frères Saunière et ce fameux coup de pression qui aura viré au massacre. Bon, une chose est sûre, c'est que l'abbé Gélis a été tué et que personne n'a été arrêté. Ça, on peut l'affirmer sans se tromper. Pour le reste... Donc voilà pour cette affaire. Inutile de rentrer dans des hypothèses délirantes, mais n'hésitez pas à partager vos infos en commentaire si vous en avez. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour tous vos messages, toujours très instructifs, que je consulte avec grand plaisir à chaque fois. Donc un gros merci à vous tous. Et puis la prochaine fois, on avait parlé un petit peu, on ira voir de plus près Marie Desnarnaud. Voilà donc fin de la vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 petites choses. N'hésitez pas, si l'envie vous en prenait, d'aller voir les autres vidéos sur la chaîne, vous y êtes les bienvenus. Alors force à vous, profitez bien de vos proches et revenez quand vous voulez. Salut, salut!